Bienvenue à tous dans Économie, le MAG. Au sommaire aujourd'hui, le Brésil. Jeudi dernier, la présidente Dilma Rousseff a désigné Joaquim Levy pour reprendre les rênes du ministère des Finances. Comment cet économiste orthodoxe peut-il faire pour relancer la croissance de son pays? C'est la question à laquelle on tentera de répondre en première partie d'émission. Et puis on se rendra au Pérou, plus précisément dans la région de Madre de Dios. Là-bas, la ruée vers l'or provoque un véritable désastre écologique. Près de 50 000 hectares de forêt amazonienne ont déjà disparu. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, on va s'intéresser à ce qui fait la une de l'économie internationale. Et on commence avec le Japon. Ce lundi, Moody's a baissé d'un cran sa note souveraine. Elle passe donc de A3 à A1, une décision que l'agence de notation justifie par l'incertitude croissante sur la capacité de l'archipel à réduire sa dette publique. En effet, la crise économique et ensuite la catastrophe de Fukushima ont lourdement pesé sur les recettes publiques du pays. Mais pour relancer la croissance et donc rééquilibrer le budget du gouvernement, le Premier ministre compte sur sa politique économique. Les Abenomics, écoutez. Tout progresse comme nous l'avons prévu, mais nous savons que de nombreux Japonais ne ressentent pas encore les bienfaits de notre politique, notamment les petites et moyennes entreprises. À tous ces gens, nous voulons vous garantir que notre politique va se poursuivre et que nous allons vous soutenir de toutes les manières possibles. Quelques 190 délégations du monde entier réunies à Lima, au Pérou. C'est ce lundi que débute la conférence annuelle de l'ONU sur le climat. Au programme, 2 semaines de négociations sur les engagements de chaque pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour y parvenir, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, propose d'investir massivement dans les énergies qui n'émettent pas de CO2. Des investissements qui devraient donc tripler, voire quadrupler entre 2010 et 2015. C'est lui qui marque le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année aux États-Unis. Le Black Friday, c'était vendredi dernier, mais 2014 s'annonce moins fructueuse que 2013. La fréquentation des magasins aurait baissé. Selon les premières estimations, il n'y a eu qu'un petit peu plus de 133 millions de visiteurs uniques contre plus de 141 millions l'année dernière. Les Suisses ont dit non dimanche. Un référendum était organisé et les électeurs ont massivement voté contre les 3 textes qui étaient présentés sur la limitation de l'immigration, l'abandon des forfaits fiscaux et l'augmentation des réserves d'or de la Banque centrale. Une dernière proposition que l'institution avait appelée à rejeter pour continuer à poursuivre sa mission principale, assurer la stabilité des prix. Écoutez. En tant qu'institution indépendante, la Banque nationale suisse dispose ainsi de la marge de manœuvre nécessaire pour assumer sa mission qui consiste à assurer la stabilité des prix tout en contribuant au développement harmonieux de l'économie. La Banque nationale suisse est donc libre de poursuivre sa politique du taux de change minimal. Nouvelle grève pour les pilotes de la compagnie allemande Lufthansa. C'est la 10e depuis avril. L'appel a été lancé après l'échec des négociations sur l'âge de départ à la retraite. Le mouvement qui a commencé lundi à midi et doit se terminer mardi à 23h59 devrait provoquer l'annulation de quelques 1350 vols, presque 1 sur 2, et affecter plus de 150 000 voyageurs. Des négociations exclusives ont débuté dimanche soir après avoir racheté SFR et Virgin Mobile. Altice, la maison mère de Numéricable, pourrait cette fois mettre la main sur Portugal Télécom. Aujourd'hui détenu par le Brésilien Oi, l'opérateur emploie près de 11 000 personnes et détient entre 40 et 50% des parts de marché de la téléphonie mobile, du haut débit et de la télévision au Portugal. La dernière offre de Patrick Drahi, le patron d'Altis, se chiffre à 7,4 milliards d'euros. Un nouveau visage pour un nouveau virage. Il est brésilien, il s'appelle Joaquim Levy et il est considéré comme un économiste orthodoxe, un farouche partisan des politiques de rigueur. Et c'est lui que la présidente Dilma Rousseff a choisi comme nouveau ministre des Finances. Après avoir occupé plusieurs fonctions au sein de précédents gouvernements et passé presque 4 ans à diriger une branche de Bradesco, une des plus grandes banques privées du pays, il aura cette fois la lourde tâche de relancer la croissance brésilienne. Regardez.
Changement de cap pour l'économie brésilienne. En fin de semaine dernière, la présidente Dilma Rousseff a dévoilé le nom du nouveau ministre des Finances. Il s'agit de Joaquim Levy. À 53 ans, cet économiste orthodoxe aura pour principal objectif de relancer une économie en panne de croissance. Pour y parvenir, il aura à ses côtés Nelson Barbosa, le nouveau ministre de la Planification, et Alexandre Tombini, le président de la Banque centrale. Nous sommes dans une période de transition en ce moment, justement pour formuler un ensemble de mesures stratégiques. Nous n'allons pas nous précipiter, nous n'allons pas faire des centaines de mesures ni des mesures chocs. Certains points ont déjà été discutés afin de réduire les prix. Tout juste sorti de la récession, au troisième trimestre, le Brésil affiche une hausse de son PIB quasi nulle, seulement 0,1%. Mais pour renouer avec une croissance solide et durable, Joaquim Levy propose un contrôle drastique de l'inflation, supérieur à 6,5% sur un an, mais surtout de rééquilibrer les finances publiques, diminuer les dépenses et augmenter les recettes afin d'obtenir un excédent budgétaire primaire. C'est une proposition très importante parce que nous risquons cette année d'avoir un déficit primaire. Pour la première fois de son histoire, le Brésil aurait un déficit budgétaire primaire. Donc, pour se diriger vers un excédent, cela implique des ajustements très importants. Si la situation empirait, nous pourrions entrer dans une grave récession. L'excédent visé est de 1,2% du PIB pour 2015 et pas moins de 2% pour 2016 et 2017. Une économie destinée à payer une partie des intérêts de sa dette publique. Voilà, et pour parler de l'économie brésilienne, nous sommes en ligne avec Julien Vercueil, maître de conférence en sciences économiques à l'INALCO. Julien Vercueil, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le sujet, pour relancer l'économie, le nouveau ministre des Finances, Joaquim Levy, semble se diriger vers une politique économique d'austérité. C'est ce que voulait finalement la présidente Dilma Rousseff. C'est ce qu'elle avait annoncé. Elle avait annoncé une politique prudente avec une lutte contre l'inflation et des équilibres budgétaires. Et donc cette politique a été mise en œuvre par le remplacement du ministre de l'économie et des finances. Alors, est-ce que, selon vous, cette politique d'austérité, cette politique de rigueur, ça peut fonctionner au Brésil ? Alors, je crois qu'en fait, il y a deux éléments dans les politiques économiques. Il y a un élément qui est de type structurel. Ce sont les politiques qui visent à améliorer à long terme la situation économique, et des politiques de type conjoncturel. Alors, s'il est sûr qu'il faut maintenir la capacité d'un pays à rembourser ses engagements, maintenir les prix à un niveau d'augmentation et un niveau d'inflation qui ne soit pas trop élevé. Il faut aussi faire en sorte que ça ne se fasse pas au détriment des politiques structurelles. Et l'économie brésilienne a besoin d'un ajustement sur ces politiques structurelles, en particulier la lutte contre l'inégalité et le développement des infrastructures. Alors, si le nouveau ministre des Finances veut réduire les dépenses de l'État, c'est principalement à cause de la charge de la dette. La dette, elle est un petit peu en dessous des 40% du PIB. En revanche, les taux d'intérêt de cette dette dépassent 11%. Et pourquoi est-ce qu'ils sont si élevés ? Alors, ils sont élevés pour deux raisons. D'abord parce que la dette n'est pas de 40%, mais de pratiquement 60% du PIB. Et ensuite parce que le Brésil paye ce qu'on appelle une prime de risque sur ses emprunts, c'est-à-dire le fait que les taux d'intérêt auxquels les investisseurs sont prêts à placer leur argent en bons du trésor brésilien sont supérieurs à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays du monde. Et si on revient un petit peu en arrière, on se rend compte que pendant les 9 premiers mois de l'année, les dépenses de l'État ont effectivement beaucoup augmenté, presque 2 fois plus que les recettes. Comment et surtout, pourquoi le gouvernement précédent en est-il arrivé là ? Alors, il y a essentiellement derrière cela, alors c'est un peu tôt pour donner une explication définitive, mais il semble qu'il y ait derrière cela un accroissement des subventions du Trésor aux banques d'État qui elles-mêmes relayent la politique budgétaire vers les entreprises. Et donc, cette augmentation des subventions de l'État et des apports du Trésor aux banques commerciales, aux banques d'État, serait à l'origine de la croissance de ce volume à hauteur de 10% du PIB. Merci beaucoup Julien Vercueil pour ces précisions. Des paysages ravagés, des terrains dévastés au Pérou. Près de 50 000 hectares de la forêt amazonienne ont déjà disparu. Le responsable de ce désastre écologique, les milliers de mineurs illégaux qui affluent dans la région à la recherche de l'or qui s'y trouve. Un phénomène face auquel les autorités semblent fermer les yeux. Reportage. Ici, il y a encore quelques années, c'était la forêt amazonienne.
Aujourd'hui, le paysage de Madre de Dios au Pérou, près de la frontière brésilienne, est celui d'un cauchemar écologique. Lac regorgeant de mercure, terrain ravagé par les pelleteuses, la conséquence du travail de dizaines de milliers de mineurs illégaux attirés par l'or qui abonde dans la région. La majorité d'entre eux viennent des zones les plus défavorisées du sud du Pérou, Cusco, Apurimac, Puno. Leur arrivée a été facilitée par la construction de l'autoroute interocéanique. Il y a aussi un ensemble d'acteurs économiques qui ont un certain pouvoir financier et qui leur a permis d'investir dans ces zones. Les campements installés sur la rive du fleuve sont devenus avec le temps de véritables villages. Des zones de non-droit, violentes, où fleurissent les maisons closes et où les étrangers ne sont pas les bienvenus. Les menaces tiennent à distance les journalistes et les organisations écologistes, et la police, soupçonnée de corruption, préfère fermer les yeux. Nous sommes certains que le gouvernement ne veut pas régulariser les mines illégales et qu'il y a un autre type d'intérêt ici derrière ces ressources. Parce qu'il y a beaucoup d'or ici. Le gouvernement essaie de déplacer ces gens pour que les ressources bénéficient à d'autres secteurs. Les conséquences de cette exploitation sauvage sur la nature sont dramatiques. Plus de 50 000 hectares de forêt ont déjà disparu et le mercure que les orpailleurs utilisent pour amalgamer les particules d'or empoisonne les sols et les rivières. Les mineurs y verseraient entre 30 et 40 tonnes de ce métal chaque année. Cette déforestation empêche aussi la régénération de la forêt à moyen terme. Mais ce n'est pas seulement l'effet sur la forêt qui est inquiétant, c'est aussi l'impact sur l'eau, puisque le modèle de drainage de la région change complètement. Où avant on avait une forêt bien drainée, maintenant on a une plaine. Selon les spécialistes, la récupération des zones abîmées pourrait prendre au moins 40 ans, à condition de pouvoir arrêter les dégâts. Un défi de taille pour le Pérou dont la grande richesse naturelle est déjà menacée par le changement climatique. Et tout de suite, on passe au Media Watch. Et le Media Watch aujourd'hui, c'est avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Johanna. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de nouveaux modes de financement pour la presse. Et oui, comme vous le savez, ce média se porte mal. La presse papier pourrait même disparaître d'ici 10 ans. Alors certains types de presse semblent désormais avoir trouvé la solution pour continuer à faire vivre leur journal ou encore se renforcer sur le net. Alors cette solution, c'est l'appel aux dons. Charlie Hebdo, l'Humanité ou encore le Monde diplomatique, tous ont fait appel à la générosité de leur lectorat et ça marche puisque déficitaire de 100 000 € cette année, Charlie Hebdo a recueilli au final 50 000 € de dons en 3 semaines et 300 abonnements supplémentaires. Autre exemple avec Ciné Mensuel qui lui a récolté 70 000 €. Alors cette méthode fonctionne très bien donc, mais ce n'est pas la seule. D'autres journaux comme Nice Matin ont décidé de passer par le crowdfunding qui est le financement participatif en français. Alors cette fois-ci ça ne se passe plus sur le site internet du journal mais sur une plateforme spécialisée. Alors l'exemple de Nice Matin est parlant puisque les salariés du groupe ont recueilli plus de 370 000 € auprès de près de 3000 internautes de la France entière et non seulement de la Côte d'Azur. On constate donc que le crowdfunding est plus mobilisateur qu'un appel aux dons classique puisque cela permet aux journaux de toucher un public plus large et de ne pas s'adresser qu'à leurs lecteurs. Alors on va maintenant parler des jumeaux puisque donner naissance à 2 enfants au même moment pourrait avoir des conséquences importantes sur l'économie. Alors on n'appelle plus ça le baby boom mais bien le twins boom. La naissance de jumeaux a explosé ces dernières années. On parle d'1 million de jumeaux nés en plus entre les années 80 à aujourd'hui. Alors la cause, le développement des traitements pour lutter contre la stérilité bien sûr mais aussi la tendance des femmes à procréer plus tardivement augmentant les chances d'une grossesse gémellaire. Alors comment ces enfants affectent l'économie? Tout d'abord les coûts médicaux. Les jumeaux sont plus susceptibles de naître de manière prématurée. D'autres coûts sont doublés comme celui de la scolarité, vous le savez, exorbitant aux États-Unis, ce qui pèse sensiblement sur le budget des familles. Puis sachez également que les jumeaux naissent en général plus fins que les autres enfants, moins gros, ce qui selon certaines études, ça peut paraître bizarre, aurait un effet sur le salaire des
jumelles. Elles seraient susceptibles de gagner moins d'argent. Pour les garçons, ce serait la réussite scolaire qui serait en jeu. Je vous rassure, les jumeaux n'ont pas que des mauvais côtés, puisque de manière générale, ils vivent souvent plus près les uns des autres et de leur famille que les autres frères et sœurs, ce qui les rend plus disponibles pour prendre soin de leurs parents quand ces derniers vieillissent. Puis autre point positif avec l'exemple de cette paire de vrais jumeaux, Matt et Mike Gramnani, dont la photo s'affiche sur vos écrans. Ils ont acheté ensemble leur premier appartement, ont débuté leur propre business, donc ils s'aident économiquement, mais ceci n'est pas un exemple révélateur puisque les jumeaux issus du Twin Boob sont encore jeunes et leur impact réel et complet sur l'économie reste encore à déterminer. Merci beaucoup Elsa Mimoun, et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro d'Économie Le Mag. En attendant, l'information continue sur i24 News.